beaucoup à tous d'être présents pour ce webinaire des présentations. On est très nombreux aujourd'hui. On a reçu presque une centaine, enfin, on a dépassé la centaine d'inscriptions. Donc, c'est la première fois que je vais essayer Teams avec autant de monde. Donc, c'est très bien. Voilà, merci beaucoup à tous d'être là pour aujourd'hui, pour cette présentation de notre nouvel logiciel. J'aimerais bien me présenter avant. Je suis Marc Huerta, je suis le responsable du pôle logiciel chez Terrasol. Je m'occupe de gérer toute l'activité logicielle dans au sens large, dans son ensemble, que ce soit de l'activité développement, de l'activité des formations, du support technique ou de l'activité commerciale. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Olivier Gilles, qui est présent dans ces webinaires. Il est ingénieur technico-commercial chez Terrasol, donc il reste à votre écoute pendant et après ces webinaires pour vous apporter des renseignements en cas de besoin. J'aimerais bien partager avec vous donc ces nouvelles logiciels qu'on a commencé à commercialiser il y a quelques jours. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui pour ce webinaire, c'est commencer par une présentation. Ça devrait durer entre 30 et 40 minutes. Pendant laquelle je vais faire une petite introduction pour partager avec vous un peu le contexte du projet et voir quel est l'objectif qu'on s'est fixé en termes de développement et d'outils à créer. J'aimerais bien tout d'abord vous présenter donc les côtés pratiques de l'outil. Et donc pour cela, je vous propose d'examiner l'équilibre interne d'une paroi moulée butonnée. Donc on va voir, on a créé un projet Carea. Je vais le présenter plus tard pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, je vais vous montrer comment appliquer, comment utiliser Sketch pour aboutir, pour statuer sur l'équilibre interne de l'écran de soutènement. Ensuite, je vais vous montrer comment travailler à partir d'un Excel, tout simplement. Plutôt que de venir d'un projet Carea, on peut venir d'un logiciel tiers pour le calcul des sollicitations internes. Eh bien, c'est quelque chose qu'on peut faire via Excel. Et donc, je vais vous montrer comment, à partir d'Excel, on peut utiliser Sketch. Ensuite, je vais vous parler d'une fonctionnalité, c'est une calculette béton armé qui est intégrée au logiciel, qui est complètement indépendante du reste. Et je vais vous montrer comment vous pouvez vous en servir. Ensuite, je vais faire un tour sur la validation scientifique et le manuel que vous avez à votre disposition. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut espérer de Sketch dans l'avenir? C'est-à-dire, quelles sont les perspectives d'évolution qu'on peut imaginer pour l'outil dans l'avenir? Et ensuite, je vais me laisser 20-25 minutes pour les questions. Donc n'hésitez pas, vous pouvez déjà les écrire sur les chats de ces webinaires et ensuite j'y viendrai et j'y répondrai. Très bien. Alors, je m'aimerais bien introduire un peu le contexte du projet. Comme certains de vous le connaissent, enfin, savent déjà, nous avons développé dans le passé un outil qui s'appelle Carea, qui sert à modéliser un écran soutènement. Olivier, c'est toi? Je pense que je me suis fait piquer l'image, le partage. Effectivement, je ne sais pas qu'est-ce qui partage un écran pour l'instant. Ça y est, j'ai repris, pas de problème. C'est bon. Alors, je continue, je reprends. Comme vous le savez déjà, chez Terrasol, on a développé Carea dans le passé. Donc, c'est un logiciel qui permet de modéliser un écran soutènement. C'est typiquement une paroi moulée, des pieux sécants, des pieux jointives, des pieux spacés, des profilés, des pales blanches, des micro-pieux, etc. Ces logiciels-là, il est basé sur une approche MISCA, qu'on appelle au sens de l'Eurocode 7, qui consiste à modéliser le sol comme une juxtaposition des ressorts élastoplastiques. C'est-à-dire on prend en compte la plastification éventuelle du sol en fonction de sollicitations qu'on lui envoie. C'est un calcul phasé, dans le sens où chaque phase de calcul est calculée à partir de la phase précédente. Et à l'issue du calcul d'équilibre, on obtient pour chaque phase de calcul le moment fléchissant, l'effort tranchant et l'effort normal. C'est ce que je vais englober sous le nom de sollicitation interne. Eh bien, pour faire ces calculs, il a fallu choisir, dans le cas d'une paroi moulée typiquement, il a fallu choisir une épaisseur de paroi. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est donner une réponse à cette épaisseur. C'est-à-dire, est-ce que les sollicitations que je trouve avec le calcul d'équilibre, à l'issue d'un calcul type MISCA avec Carea, est-ce que l'épaisseur que j'ai prévue est suffisante ou pas pour répondre à ces sollicitations? Et donc, c'est là que Sketch apporte une réponse vis-à-vis de cet équilibre interne, dans le sens où il va partir des 6 sollicitations qu'on a trouvées dans le calcul Carea, et il va nous fournir les sections d'acier nécessaires
aussi bien longitudinal que transversal, pour la paroi moulée, pour cet écran soutènement. Donc, c'est un calcul qui va être fait encore une fois phase par phase, parce qu'il faut bien prendre la susceptibilité de résultat de chaque phase. Et on va voir toutes les options qui sont à notre disposition. Alors, ce logiciel Sketch, on l'a développé initialement en partenariat avec Frankie Foundations Belgium et sa filiale en France, Atlas Foundation. Donc, ils ont participé au projet, donc ils ont un bureau d'études interne. Donc, ils travaillent sur plusieurs techniques de fondation. Et donc, c'est eux qui ont participé au début du projet pour définir avec nous les cahiers des charges et ensuite les tester. Ils s'en servent maintenant depuis un an chez eux, que ce soit pour des grands projets ou pour projets d'exécution. Alors, je pense que le plus simple, c'est de passer à l'action et de vous montrer un exemple d'application. Donc ici, je vais partir avec le cas d'une paroi moulée butonnée. C'est un exemple. Donc c'est un phasage qu'on a réalisé sur Carea avec 6 phases de calcul. En gros, on a 2 niveaux d'appui définitif et un appui intermédiaire, c'est le buton. Eh bien, on a envie d'excaver jusqu'à une certaine profondeur, ce qu'on appelle le fond fouille. Et ensuite, à la fin, on va prévoir une phase de fluage du béton, c'est-à-dire pendant laquelle, pendant cette phase, on va mettre l'ouvrage en service. Donc, la phase travaux va consister en 5 phases de calcul. Donc, on va réaliser une première excavation préalable. Ensuite, dans la phase 2, on va mettre le béton en place et on va excaver au fond fouille. En troisième phase, on va venir couler notre radier. Donc, on va prendre en compte l'effet que le radier il est épais. Ensuite, on va venir construire la dalle de couverture et seulement après enlever le lit de béton. Et en phase 5, on va mettre l'ouvrage en service et on va arrêter le pompage au fond fouille. Donc, c'est-à-dire on va rétablir les conditions hydrauliques au fond fouille. Et en phase 6, eh bien là, on met, voilà, tout en ayant l'ouvrage en service, eh bien on prend en compte dans le calcul les fluages du béton. C'est-à-dire on vient simuler cet effet de fluage via une altération du produit d'inertie et en particulier les modules de déformation. Alors, c'est quelque chose que je vais vous montrer sur le projet Carea. Donc ça, c'est le logiciel Carea que nous avons développé, qui tourne depuis pas mal d'années, et dans lequel on a modélisé, donc comme je vous disais, chaque phase des calculs. Donc à l'issue de chaque phase des calculs, on a retrouvé les sollicitations qui vont avec. Et au sens de l'Eurocode 7, il faut qu'on fasse de post-calcul. C'est-à-dire il faut vérifier bien le défaut de butée, il faut vérifier l'équilibre vertical, crans, si on a des tirants, il faut vérifier Renard Solier, la stabilité des fonds fous, etc. Et donc, une de ces vérifications qu'il faut faire est la vérification de l'équilibre interne. C'est-à-dire quoi? Eh bien, c'est-à-dire que les diagrammes des moments que je trouve pour chaque phase, et les diagrammes des forts tranchants, les diagrammes des forts normales, eh bien, il faut que je m'assure qu'ils sont compatibles avec l'épaisseur d'écran que j'ai prévu dans mon calcul. Donc là, typiquement, j'ai défini un écran qui fait 82 cm d'épaisseur. Donc le produit d'inertie a été calculé en fonction de cette épaisseur-là. C'est un calcul élastoplastique, c'est-à-dire qu'à chaque calcul, à chaque phase, on va faire un calcul itératif pour retrouver l'équilibre. Et dans ces calculs, l'épaisseur intervient. Donc là, le but du jeu aujourd'hui, c'est de vérifier que cette épaisseur est suffisante pour reprendre les moments, les efforts internes auxquels on a abouti à chaque phase de calcul. Et bien, c'est là que Sketch peut apporter une réponse. Donc, en lancement des Sketch, je vous le présente ici. C'est le démarrage. Quand vous démarrez Sketch, vous avez cet écran-là. Alors là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez créer un nouveau projet, c'est ce qu'on va faire ensuite. Vous pouvez ouvrir un projet existant. Accéder directement à la calculette béton armé, donc que je citais tout à l'heure. Je vais vous la montrer plus tard. Accéder directement à la documentation, donc au manuel scientifique et d'utilisation. Et ensuite, vous avez à votre disposition également des exemples d'utilisation. Donc aujourd'hui, je vais commencer par créer un nouveau projet. Et donc, je vais retrouver la hiérarchie de mon projet sur la gauche. Donc, c'est un panel qui est composé de 4 sections à l'intérieur du cas que je vais étudier. Mais au préalable, il faut borner un peu le projet et le renseigner un minimum. Donc, je vais commencer par saisir des informations générales qui vont être reprises plus tard dans le rapport d'impression, tout simplement. Donc, par exemple, j'ai pu écrire paroi moulée, butonnée. Je peux saisir, si j'ai envie, une coupe de calcul. Donc, par exemple, la coupe 1. Alors, il faut savoir que vous pouvez faire les calculs en système métrique ou en système impérial. C'est comme vous voulez. Je vais rester en métrique. Vous avez ensuite une case à cocher, je vais la commenter plus tard, qui sert à avoir les détails dans le calcul de phase par phase. Ok? Je vais revenir plus tard. Alors Sketch, il fournit un système, ce que nous on appelle des cas.
Ce sont des cas de calcul, tout simplement, qui permettent d'avoir plusieurs calculs au sein d'un même projet Sketch. De manière à pouvoir, une fois qu'on a un calcul qui est réalisé, eh bien, je peux le dupliquer, changer quelque chose et voir comment ça impacte, tout en gardant mon premier calcul. Donc, ce sont des cas d'utilisation que je peux nommer si j'ai envie. Par exemple, je peux l'appeler écran carrément 82 cm d'épaisseur pour dire de quoi il s'agit. Alors, il faut ensuite déterminer, enfin saisir la largeur des calculs. Alors, vous savez bien que quand vous faites un calcul d'équilibre, typiquement avec carré ou autre, les résultats que vous obtenez sont toujours donnés par mètre linéaire, par mètre, enfin par longueur unitaire du système que vous utilisez. Donc, typiquement, les moments, ça va être des kilonewtons mètres par mètre d'écran, donc par mètre des largeurs. Donc, en vue en plan, c'est la largeur de l'écran. Et bien ici, ce qu'on nous permet Sketch, c'est justement de venir les multiplier si on a envie. Typiquement pour travailler par largeur de cage. C'est ce qu'au sens de la code on appelle BW. Vous pouvez choisir de calculer soit par cage, c'est-à-dire en disant voilà, ma cage, elle va en fait reprendre une demi-intercage de chaque côté. Et bien, il faut que je fasse les calculs sur toute la largeur au total. Ou bien faire un calcul par mètre linéaire. C'est comme vous voulez. Si je choisis mètre linéaire, c'est comme définir une largeur équivalente de 1 mètre. Eh bien, la largeur, je vais supposer par exemple, j'ai une cage qui fait 2,90 de largeur, et puis je vais lui sommer une demi-intercage de chaque côté, ce qui nous fait à la fin une prise de calcul de, par exemple, 3,60. Ok. Là, je suis vraiment dans le cas d'une paromolée où j'ai des intercages de chaque côté, dans lesquels je peux venir, en fonction de là où je suis, à mettre ma pale planche, mon joint waterstop, etc. Je vais saisir l'épaisseur de la paroi que j'ai envie de considérer, et je vais demander un calcul par cage. Très bien. Je vais définir ensuite les matériaux que j'ai envie d'utiliser. Vous l'avez bien compris, dans cette première version de Sketch, on ne traite que la section rectangulaire en béton armé. Donc il va falloir que je définisse ces bétons armés. Donc il faut définir d'un côté le béton et de l'autre côté eh bien l'acier. Vous allez retrouver tout d'abord un choix entre l'application de l'Index nationale française et belge. D'accord. Je vais rester sur la française. Je vais ensuite définir la classe du béton. La classe du béton, dans cet exemple-là, je vais dire que voilà, sur chantier, on va avoir un béton C35-45. Et donc ensuite, vous allez retrouver tous les paramètres nécessaires à définir les contraintes admissibles du béton armé. Donc là, typiquement, vous allez retrouver le Cmax. Tout est renseigné, donc vous avez des infoboules à votre disposition. Donc c'est la résistance caractéristique à la compression qu'on met en œuvre. Ensuite, vous retrouvez K2, enfin K1, K2, ce sont des coefficients empiriques qui tiennent en compte de la manière dans laquelle on a mis en place l'écran dans le sol. Okay. Ensuite, vous avez K3 qui sert à comptabiliser, donc à majorer la résistance admissible du béton si jamais vous faites des contrôles renforcés, typiquement des essais soniques, des tubes d'impédance, etc. Vous avez ensuite les coefficients alpha, aussi bien en compression qu'en contraction. Donc, ce sont des coefficients qui ont pour but de prendre l'effet à long terme sur la résistance du béton. Et ensuite, vous avez cotangent θ. Alors, θ, c'est l'inclinaison des bielles. Vous savez bien que dans une poutre en béton armé, en fait, ce qu'on fait pour que le moment puisse être pris par couture, eh bien, on active des bielles en béton à l'intérieur. Donc, cette inclinaison, l'Eurocode nous dit qu'elle peut aller entre 21,8 et 45 degrés, ce qui revient à un cotangent θ de 1 jusqu'à 2,5. Donc là, la valeur par défaut qu'on a mis, c'est 2,5. Toutes les valeurs que vous allez voir sont réglables. Vous pouvez les définir vous-même à votre convenance. Une fois que vous avez saisi ces paramètres-là, eh bien, vous avez accès tout de suite aux caractéristiques, c'est-à-dire en détail quelles sont les contraintes admissibles du béton que vous avez définies. Alors, vous allez voir que vous allez retrouver donc, les contraintes admissibles à l'ULS, à l'ULU fondamental et à l'ULU accidentel. Chaque fois, on veut vraiment viser la transparence de l'outil. Donc, chaque fois, on a mis les références normatives que nous avons utilisées pour définir les valeurs qui sont proposées. Vous allez voir que vous avez ensuite, donc là en particulier, on fait usage de la norme d'application nationale en France de l'Eurocode 7 pour les écrans de soutènement, donc à savoir le NFP 94-282. Et on précise les paragraphes que nous avons utilisés. Et ensuite, on a utilisé l'Eurocode 2 pour les résistances à l'ELU et à l'ELU accidentel. Alors, vous verrez des petits crayons à droite. En fait, c'est ni plus ni moins un moyen d'imposer vous-même des valeurs que vous auriez besoin d'imposer par une raison X. Donc, vous êtes toujours en mesure de proposer, enfin, d'imposer une autre valeur
Et ensuite, toutes les valeurs qui en dépendent, eh bien, se recalculent. Et donc, avec les valeurs que vous voyez sur l'écran, ce sont les valeurs qu'on va utiliser après dans le calcul béton armé. En fonction de ce que vous décidez, comme vous voyez sur la droite, en fait, la loi de comportement du béton s'est mise à jour. Donc là, typiquement, vous avez, alors, pour activer la légende, je les demande, donc c'est le bouton que vous avez ici. Donc vous avez les diagrammes caractéristiques de résistance du béton et ensuite on applique une sécurité. Donc vous avez en pointillé fin la courbe, la loi de comportement ALU accidentel et ensuite ALU fondamental qui implique l'usage de coefficients partiels que je vais voir plus tard. Bien. Une fois qu'on a défini le béton, on définit l'acier. Alors là, il faut commencer par définir la résistance caractéristique, la limite d'élasticité, la classe déductibilité. Classiquement, on utilise, dans la plupart des cas, on utilise le B, mais voilà, vous avez l'option, si jamais ça vous arrive, d'utiliser A ou C. Ces choix-là impliquent la définition des déformations ultimes de caractéristiques et des calculs. Donc, en fonction de la classe d'activité que je choisissais, eh bien, vous allez avoir une déformation ultime différente. Vous avez ensuite le choix sur la branche à considérer. Alors, comme vous voyez ici sur la droite, vous avez la possibilité, vous avez un premier palier élastique et ensuite un autre qui vient à la suite. Eh bien, l'Eurocode nous laisse le choix entre les deux branches, c'est-à-dire une branche horizontale, comme vous voyez ici, dans laquelle je vais saigner à partir d'un certain valeur, ou bien une branche inclinée. L'Eurocode nous laisse le choix, donc à nous de choisir ensuite. Ça vaut le coup de regarder si ça a vraiment un impact dans le dimensionnement final. Vous avez ensuite le module de déformation de l'acier, donc classiquement de 100 000 MPa, et ensuite un rapport d'epsilon design caractéristique de 0,9. C'est ce que vous avez ici. Et en dernier lieu, vous avez les coefficients partiels définis par situation. Donc à l'ELS caractéristique quasi permanent, et ensuite fondamental et accidentel pour l'ELU. Et donc chaque fois, vous allez retrouver un gamma C pour les coefficients partiels qui s'appliquent sur la résistance du béton, et le gamma S, donc le coefficient partiel qui s'applique sur la résistance de l'acier. Et en troisième colonne, vous avez alpha E, donc c'est le coefficient d'équivalence. C'est ni plus ni moins que le rapport entre le module de l'acier sur le module du béton. Une fois qu'on a défini les matériaux qu'on a envie d'utiliser, eh bien on passe à la définition des phases de l'enveloppe. Et donc c'est là qu'on va pointer sur le fichier carré que nous avons préparé. Eh bien, on y va. Alors la première chose à choisir, donc c'est le fichier carré. Donc pour ça, je vais pointer tout simplement sur ces fichiers-là, qui est prêt là. Alors, pour qu'on puisse lire un fichier carré depuis Sketch, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut deux choses. Il faut que vous ayez demandé un calcul à l'ELU. C'est-à-dire, dans titre option, il faut avoir un calcul à l'ELU disponible. D'accord? Sinon, ça ne pourra pas marcher parce que l'Eurocode nous demande de faire un calcul à l'ELU. Donc, il nous faut les sollicitations à l'ELU. Et ensuite, il faut, en deuxième lieu, avoir calculé le projet. C'est-à-dire qu'il faut que le résultat du projet soit disponible. À ce moment-là, Sketch est tout à fait capable d'importer ces projets et il va nous afficher en bas les phases qu'il a lues du projet Caria. Qu'est-ce que j'en fais ensuite? Eh bien, je vais les réagrouper. Je vais les réagrouper pour simuler d'un côté les phases travaux et ensuite les phases service, par exemple. Eh bien, je vais commencer par définir une première enveloppe travaux, ni plus ni moins qu'une phase transitoire. Okay. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'englobe des phases sous forme d'enveloppe. Pourquoi j'ai fait ça? Et je vais vous montrer après dans le calcul d'acier. Ça va être tout simplement pour définir d'une manière unitaire la situation à l'OLU et à l'OLS que j'ai envie de considérer pour cet ensemble de phases que je mets ensemble. Donc, qu'est-ce que j'en fais ensuite? Eh bien, j'insère des phases dans une enveloppe. Pour le faire, je peux faire deux choses. Soit je glisse et je dépose, soit j'envoie directement avec les boutons que vous avez à droite. Je vais séparer par une raison que j'ignore, que je vais diviser la phase travaux en deux parties, donc en deux enveloppes. Donc je vais faire une deuxième enveloppe travaux dans laquelle je vais inclure la phase 3, la phase 4 de mon carré. Et ensuite une troisième enveloppe qui va s'appeler service, dans laquelle je vais mettre la phase 5, puis la phase 6. Très bien. Donc jusqu'à là, j'ai pointé sur les projets Caria et j'ai généré mes enveloppes. Donc j'ai plus qu'à le calculer avec le bouton que vous avez sur la droite pour avoir accès aux sollicitations des calculs, c'est-à-dire les sollicitations que je dois prendre en compte dans le calcul béton armé. Alors, pour vous montrer, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, récupérons par exemple, allons dans la phase 6
par exemple, et je regarde le diagramme à l'ELU. Les diagrammes à l'ELU me donne un moment vers plus 2, z égale à plus 2, de 453 kN par mètre. Comme je vous disais, cette valeur-là, 453, a été pré-multipliée par la largeur des calculs que j'ai saisi tout au début, par 360. Ce qui fait que j'ai 453 fois 360. Et donc, ça me donne un moment total que je devrais considérer à l'ELU en phase 6, dans mon modèle sketch, de 1630. Eh bien, je viens ici, je prends à l'ELU, j'ai laissé un calcul par cache. Hop, pardon. Tac, tac. Et donc, je retrouve ici bien les 1630. Donc, attention, je suis en train de lire la phase 6. OK? Donc, la courbe verte. Donc, je trouve bien ici les 1630 que je viens de calculer. D'accord? Si vous aviez demandé un calcul par longueur unitaire, ici dans phase enveloppe, si je recalcule, je vais lire directement la valeur de carré A, donc 453 à l'ELU. D'accord? Donc, ça sert à calculer, donc à majorer des actions pour tenir compte de la largeur des calculs. Bien. Alors, on n'a pas fini avec les courbes enveloppes. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, l'Eurocode nous demande de décaler ces courbes. Alors, pourquoi décaler? C'est tout simplement pour activer les vielles en béton à l'intérieur. Donc, l'Eurocode nous conseille, nous recommande d'utiliser ce qu'il appelle la règle de décalage, qui consiste à calculer une largeur des calculs. Donc, prendre ces courbes des moments et à la décaler vers le haut et vers le bas et prendre l'enveloppe, tout simplement. Donc, ça, c'est quelque chose que nous avons implémenté dans Sketch. Donc, on calcule cette largeur de décalage. Je vais vous montrer après dans la documentation où vous trouvez l'expression que nous avons utilisée. Donc, vous avez un bouton pour la calculer, mais vous avez la main sur la valeur à prendre en compte. Okay, donc là, vous voyez, en pointillé, vous récupérez les courbes de carré A majorées par BW, donc par 360 dans mon cas. Je les décale vers le haut, vers le bas, et je génère mes enveloppes de calcul. Donc, c'est ce que vous avez en trait contenu. Si j'avais envie, par exemple, de considérer un décalage d'un mètre au lieu de 83 cm, eh bien, j'ai une nouvelle courbe décalée. OK. Bien, une fois que j'ai ces courbes-là, qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, je calcule les sections d'acier. OK? C'est le but final. Pour ça, il faut que je fixe quelle est la position du centre de gravité des aciers de chaque côté de l'écran par rapport à son bord de la section béton. Donc typiquement, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de prendre égal à 12, mais qu'on peut calculer. Alors 2 cm, pourquoi? Bah, tout simplement parce que je considère que j'ai déjà un enrobage minimal, si je fais un calcul en millimètres, j'ai un enrobage minimal de 75 mm qui m'est imposé par la norme des réalisations du parent mollet, la 1530. Et bien ensuite, j'ai un cadre. Un cadre, il faut que je prenne, par exemple, le diamètre d'encombrement. Donc, par exemple, supposons que j'ai une barre de HA16 en cadre, et bien le diamètre d'encombrement, c'est 19. Donc, je somme. Et ensuite, il faut que je prenne un demi diamètre d'encombrement de la barre filante, donc le vertical. Donc, typiquement, si j'ai, par exemple, une barre 32, et bien le diamètre d'encombrement, c'est 38. Donc, je divise ça par 2 parce que c'est que la moitié qui m'intéresse. Et j'arrive à 11 cm. Bon, par approximation, je mets 12. OK, en sachant que je suis peut-être un petit peu défavorable. Et puis à ce moment-là, je peux tout de suite calculer les aciers. Donc ici, vous avez par enveloppe les aciers qu'il faut. Donc typiquement en phase 6, en phase fluage, eh bien, j'aurais besoin de 20 cm² par mètre d'écran parce que je suis resté sur 1 mètre. Si je reviens à un calcul par cache, eh bien, je peux directement avoir accès au centimètre par cage. OK? Donc, pour reprendre toutes les sollicitations qui arrivent sur un 3,60 m de paroi. Eh bien, ces calculs-là, en fait, je peux le lancer pour toutes les phases, enfin, pardon, pour toutes les enveloppes que j'ai simulées. D'accord? Alors, vous verrez ici que dans chaque enveloppe, en fait, j'ai la possibilité de définir comment est-ce que je veux calculer à l'ELU et à l'ELS. En particulier, comment je peux définir la situation à l'ELU. Est-ce qu'il s'agit d'un ELU fondamental ou accidentel? Et pareil pour l'ELS, est-ce qu'il s'agit d'un caractéristique ou quasi permanent? C'est tout. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on on va utiliser dans le calcul eh bien, un coefficient ou l'autre, ok, de partiel sur le béton et sur l'acier. Et pour terminer avec cet écran, vous avez un tableau à l'intérieur de chaque enveloppe qui vous permet de définir la contrainte de travail de l'acier pour chaque côté de l'écran et pour chaque enveloppe.
Donc ça permet d'appliquer la maîtrise de la fissuration. Alors dans le code, dans le nom écran, on autorise une méthode simplifiée pour maîtriser cette fissuration qui consiste à multiplier par 1000 la valeur limite de l'ouverture des fissures. C'est quelque chose qu'on trouve dans la norme fondation, dans la 262, mais qui devrait arriver, sont pas trop tardés à la 282. Donc typiquement ici, par exemple, si je reviens sur mon carré, imaginons que j'ai envie, on m'impose dans le CCTP de faire en sorte que le travail, enfin que la contrainte de travail de l'acier côté terre au-dessus de la nappe côté terre, ce soit de 300 MPa, sous la nappe de 200 MPa, aussi bien côté terre que côté fouille, et ensuite sous la hauteur excavée de 400 MPa. Et bien à ce moment-là, je vais tout simplement dire que je veux avoir une contrainte, enfin, une ouverture de fissure de 0,3 côté terre et 0,4 côté fouille, donc à droite. Je vais rajouter 2 ans de plus, donc je vais m'arrêter au niveau de la nappe. Je vais demander 0,2 et 0,4. Okay. Quand vous voyez chaque fois que j'ai saisi une valeur, la valeur des sigma est calculée fois 1000. Alors ces paramètres 1000, il est réglable dans les paramètres. Okay. En toute règle, attention, enfin, cette valeur-là n'est valable qu'en dehors des zones de recouvrement. Okay. Et ensuite, vous allez jusqu'au fond fouille et vous demandez 0,2 et 0,2. Je peux également ici avoir une autre valeur si j'ai envie. Hein. Ça sert à l'effet de pouvoir saisir l'ouverture des fissures, mais permet de le précalculer. Mais je peux imposer une valeur si j'ai envie. OK. Et donc à ce moment-là, vous verrez que là, pardon, et bien là, vous avez recalculé la section qu'il faut en conséquence. Donc typiquement, c'est ce que vous voyez ici. Si vous êtes curieux, vous avez une quatrième étape qui consiste à regarder les détails des calculs. Donc typiquement là, je pourrais me dire, OK, dans le détail des calculs, j'ai bien un +2 par exemple, et je regarde qu'est-ce qui s'est passé. Et vous avez accès aux résultats intermédiaires, avec la possibilité de rentrer des sections d'acier réelles, c'est-à-dire celles que vous allez mettre dans la réalité pour faire les calculs à l'ELS avec ces sections d'acier. Donc vous avez ici un détail des calculs à l'ELU et à l'ELS, aussi bien en flexion qu'en cisaillement. Bien. D'accord. Donc ça, c'est comme ça qu'on aurait monté un projet sketch à partir d'un projet Caria. Comment est-ce qu'on ferait ensuite si on partait d'un projet défini avec un logiciel tiers et à partir duquel on monte un Excel? Eh bien, ce qu'on va faire tout simplement, c'est définir un nouveau projet. Je vais partir par simplicité sur les mêmes valeurs, par exemple. OK. Je vais définir mes matériaux. Et ensuite, au moment de définir mes phases, plutôt que de choisir un carré, je vais choisir un Excel. Alors, il va nous demander 2 Excel. Il faut savoir que pour un projet carré, il nous faut 2 Excel. Un qui contient les sollicitations à l'ELU et l'autre qui contient les sollicitations à l'ELS, tout simplement. Okay. Donc à gauche, j'ai mes sollicitations à l'ELU et à droite, j'ai mes sollicitations à l'ELS. Il faut qu'on puisse retrouver les mêmes niveaux de chaque côté, donc sur les deux Excel. Et il faut que les 2 Excel, pour être cohérent, il faut qu'ils contiennent les mêmes nombres de phases. Et chaque phase fait l'objet d'un onglet sur Excel. À l'intérieur de chaque phase et de chaque onglet, on va retrouver en premier lieu les niveaux, ensuite les moments fléchissants, ensuite l'effort tranchant et ensuite l'effort normal, qui n'est pas obligatoire. Mais si vous rajoutez, vous pourrez opter à la flexion composée. Très bien. Alors, comment construire ces Excel? Eh bien, tout simplement, pour faire simple, vous avez une documentation qui est à votre disposition juste là où il faut. Vous avez un point d'interrogation et qui vous envoie vers un document qui explique ici, donc ça fait partie du manuel bien sûr, qui vous explique ici comment monter, comment structurer votre Excel. OK? Bien, donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais pointer sur ces 2 Excel que je viens de vous montrer. Donc les premiers à le laisser. Alors j'ai fait en sorte de les nommer correctement pour pas les mélanger. Et vous voyez ici, une fois qu'il les a récupérés, eh bien, il a récupéré toutes les phases, donc tous les onglets. Donc il les a lus, il les a compris. Et maintenant, on est capable de les glisser. OK? Donc je pourrais faire ma première enveloppe avec. Voilà. OK? Donc je peux me créer une deuxième enveloppe, par exemple, et puis demander de me sortir les courbes correspondant des moments que j'ai dois utiliser dans le calcul vecteur armé. Voilà, c'est tout. Donc on peut très bien venir d'un carré, mais également d'un Excel.
Il n'y a vraiment aucune difficulté là-dessus. Bien. Alors pour faire les calculs béton armé, je vais pas, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais juste vous dire on a fait les choses correctement du point de vue normatif. Donc on a caractérisé les bétons comme la norme écran nous demande, la 282. Donc on a défini sa loi de comportement à partir des limitations qui sont données dans la norme, mais également dans les recodes 2. Donc on a défini les choses du point de vue normatif. Exactement la même chose pour l'acier. Donc on a caractérisé son comportement. Donc enfin, concrètement, c'est-à-dire quoi? Il vient définir la contrainte qu'on peut mobiliser en fonction de sa déformation. Donc pour ça, le calcul béton armé il est basé sur certaines hypothèses. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont les classiques. Hein. Les sections droites restent droites. On s'est servi des 3 pivots pour faire les calculs béton armé. Et ensuite, on a négligé toute résistance en traction du béton, comme on fait classiquement. Donc on a caractérisé chaque pivot et donc on a déterminé quelle est la déformation limite du béton et de l'acier qu'il faut pour caractériser chaque pivot. Et ensuite, on découlait les aciers nécessaires qu'il faut. Donc c'est à partir de là qu'on nous on décide dans quel domaine on se trouve et donc on déclenche le calcul béton armé en conséquence. On traite différemment une section partiellement comprimée qu'une section entièrement comprimée ou bien une section entièrement tendue ou entièrement comprimée. Voilà. Ou purement comprimée. Qu'est-ce qu'on fait à l'ELS? Eh bien, on fait la même chose. On va homogénéiser la section en fonction de la section d'acier qui est mise en place d'un côté et de l'autre. Et on va retrouver l'équilibre par itération. Donc, on traite chaque cas possible. La compression simple, le partiellement comprimé, l'entièrement comprimé et l'entièrement tendu. En négligeant, comme je vous disais, la résistance du béton en traction. Voilà. Ensuite, comme je vous disais, on a mis en place la méthode approchée pour les calculs d'ouverture des fissures au moment de calculer les aciers nécessaires, mais il faut savoir qu'on a implémenté également la méthode exacte dans les sections d'acier. D'accord? Je vais voir mon projet de tout à l'heure. Alors, si vous allez dans le calcul détaillé, dès que vous allez demander un, dès que vous allez demander une combinaison, attendez, excusez-moi, j'ai pas calculé. Hop. Dès que vous demandez une combinaison à l'ELS de type quasi-permanent, excusez-moi, j'ai pas fait. Je vais vous montrer un autre exemple. Tac, tac, tac. Vous allez pouvoir déclencher le calcul d'ouverture des fissures, ok? Une fois que vous aurez saisi la section d'acier nécessaire. Donc ça, c'est valable uniquement pour les combinaisons quasi-permanent. Vous allez déclencher un calcul d'ouverture des fissures. Bien, donc avec la méthode que vous avez ici. Alors, ensuite, on a engagé, dans tout ça, on a cru convenant et pertinent d'engager une mission de contrôle externe sur tous les calculs béton armé. Donc, c'est une mission qu'on a sous-traitée à CETEC TPI, donc une filiale du groupe CETEC qui, qui a, enfin, qui a beaucoup d'experts en béton armé. Et donc, on leur a sous-traité ça. Et donc, ça a abouti à un dossier de validation que nous gardons en interne pour l'instant et qui vise surtout à vérifier la pertinence de résultats béton armé. Alors, tous les calculs qui sont implémentés, toutes les méthodes de calcul, etc., toutes les formules sont données dans Sketch via son manuel. Donc, dans l'espace documentation, vous avez accès à votre manuel. Et donc, vous pouvez retrouver tous les éléments que nous avons utilisés pour coder, tout simplement. Voilà, donc c'est un manuel qui va être enrichi au fur et à mesure qu'on fasse évoluer l'outil et voilà, on va l'enrichir petit à petit. Donc, typiquement, si j'ai envie, par exemple, de retrouver quelle est la formule du décalage? Eh bien, je viens dans cette partie-là et ça vous fait arriver dans ces manuels que vous avez ici. Et puis, j'ai plus qu'à taper, qu'à chercher décalage et vous allez retrouver tout de suite la formule que nous avons utilisée. OK? Qui fait intervenir les bras de levier, etc., etc. Voilà. Donc, on a fait l'effort de bien détailler tout ce qu'on fait pour que vous ayez les plus d'éléments possibles dans le but toujours voilà, d'être transparent. Donc là, typiquement, le calcul qu'on fait à l'ELU, et bien on l'a documenté. Donc, on a commencé par décrire tous nos termes en précisant son unité, et puis on est arrivé, on met en place, on annonce les hypothèses, et ensuite on s'est fait les calculs d'équilibre à chaque fois. Donc, on a pris le temps de faire les figures correspondantes pour expliquer, pour communiquer là-dessus. Alors ensuite, si jamais vous avez envie d'essayer Sketch, je vous invite à le télécharger sur le site web.
Tout simplement, vous pouvez aller sur notre site web. Donc, je vais vous coller ici dans le fil de la conversation le lien direct. Voilà. Et à l'intérieur de cette page, en fait, vous allez retrouver une brève description, etc. Mais vous allez retrouver surtout la version d'évaluation ici. OK? Alors, quand vous allez l'installer, la version d'évaluation cette version, une fois que ça s'est installé, va vous proposer, il va essayer de trouver une licence, et puis puisque vous l'aurez pas, eh bien, il va vous proposer de demander une licence d'évaluation. Donc, ça va vous renvoyer vers un formulaire, vous allez le remplir et vous allez recevoir par mail les instructions pour pouvoir profiter, donc pour installer une licence sur votre poste, pour pouvoir l'utiliser. Donc, vous allez être complètement autonome là-dessus. OK? Donc, je vous invite à le faire pour essayer l'application d'une manière gratuite. Alors, il faut savoir que vous avez 30 jours à partir de la première utilisation. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse parce que c'est gratuit. Très bien. OK. Autre chose, si jamais ça vous intéresse de participer à nos formations, on en a programmé une sur Sketch le 25 mars. Donc, c'est une formation qui dure un jour, une journée, et dans laquelle on aborde aussi bien les aspects théoriques, calculateur armé, que les aspects pratiques. C'est-à-dire, on se pose des questions par rapport à comment est-ce qu'il faut utiliser l'outil pour dimensionner ce que les gens ont besoin de dimensionner. OK? Par rapport à l'ouvrage. On ne reste pas uniquement dans la manipulation, mais on va bien au-delà et on va se poser des questions autres que purement l'utilisation. Tout en faisant un parcours sur la partie théorique qui, pour moi, est importante, savoir qu'est-ce qu'on fait en arrière-plan. Bien. Alors, pour terminer, quelles sont les perspectives d'évolution qu'on peut espérer de Sketch? Eh bien, nous, ce qu'on a envie de faire avec Sketch, c'est tout simplement un outil de référence pour tout ce qui est vérification structurelle de fondation et de soutènement. Donc, aujourd'hui, on traite clairement uniquement la partie, les cas d'une section rectangulaire en béton armé. Nous, ce qu'on envisage d'en faire, c'est de proposer les sections circulaires pour donner une suite au calcul Foxta, donc un autre logiciel que nous utilisons, enfin que nous avons développé. Et c'est quelque chose que nous, on compte faire courant 2021. Ensuite, c'est traiter également les cas d'une paroi clouée pour donner une suite au calcul Talrand, c'est-à-dire vous pouvoir venir dimensionner le voile béton armé qu'on va mettre à l'extérieur d'une paroi clouée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on envisage pour fin d'année. On veut également donner une suite au calcul Foxta pour le calcul des barrettes et des calculs de radier à l'issue du modèle TAS-plaque. C'est-à-dire pour venir modéliser, estimer le taux de ferraillage qu'il faut pour un radier ou pour une barrette. Et donc ça implique forcément de créer des passerelles avec Talrand et Foxta, comme aujourd'hui on l'a fait déjà pour Carrea. Donc c'est le même esprit. Et donc en particulier pour les sections circulaires, vous aurez la possibilité de traiter ce que vous avez sur la droite, c'est-à-dire des pièces passées, des pieds tangents, des pieds séquents, et les tout en disposant de diagrammes d'interaction, c'est-à-dire des diagrammes où on affiche M en fonction de N, donc le moment fléchissant en fonction de l'effort normal, pour savoir où est-ce que nous nous situons en termes d'effort appliqué sur la section. Donc ça, c'est la partie béton armé. Et ensuite, pour la partie métallique, les sections métalliques, nous, ce qu'on envisage, c'est de donner également la même réponse qu'on donne aujourd'hui pour les parois moulées, pour les micropieux, pour les profils métalliques, que ce soit H ou des tubes, des butons également. C'est-à-dire on a envie de pouvoir modéliser une paroi moulée, butonner, et puis pouvoir vérifier le buton qu'on met en place, qui va conditionner la raideur qu'on met dans le modèle, et donc qu'il faut vérifier. Également les tirants d'ancrage, conformément au code, au TA 2020 et aux pales planches. Et donc cette partie métallique, toujours conforme au code 3. Là, j'ai fini ce que j'avais envie de vous raconter. Est-ce que vous avez des questions?